publications scientifiques qui sont parues au cours des dernières années dans des revues avec comité de lecture, donc des revues scientifiques, démontrent qu'il y a un impact de l'activité humaine sur le climat de la planète, qu'il y a donc réchauffement. Là où il y a encore des débats, des questions, c'est sur l'impact des changements climatiques. À quelle vitesse, à quel moment, quand. Mais quelques constats très rapides. Au cours des 150 dernières années, la température moyenne de la planète a augmenté d'à peu près 0,7 degrés Celsius. Dans le cas du Canada, ce réchauffement-là est 2 fois plus rapide en moyenne que le réchauffement planétaire. Donc, on parle d'un peu plus d'1,1 degré Celsius depuis 150 ans. Plus on va au nord, plus le réchauffement est prononcé. Donc, on parlait des communautés inuites tout à l'heure. Bien, on a, dans les territoires du Nord-Ouest, dans le nord du Québec et ailleurs, on a constaté des augmentations de température moyenne de 3 degrés Celsius. Il faut essayer de mettre ça en perspective. On ne parle pas ici de météo, donc de variation au jour le jour, mais on parle de climat, donc de tendance à long terme. La dernière fois où il y avait entre 1 et 5 km de glace au-dessus de nos têtes, la température moyenne de la planète n'était que de 4 degrés Celsius inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc 4 degrés Celsius en moins, on est dans une ère glaciaire. Et là, on constate que la température a augmenté de 0,7 à l'échelle de la planète, 1,1 au Canada, et on prévoit une augmentation d'au moins 2 degrés Celsius au cours des 100 prochaines années, et qui pourrait facilement aller jusqu'à 4,5 degrés Celsius, plus qu'on a déjà connu comme réchauffement. Donc, on parle d'un réchauffement d'au moins 2,5, 2,7 degrés Celsius et qui pourrait dépasser les 5 degrés Celsius. Alors, quels sont les enjeux autour de ce genre d'impact-là à l'échelle de la planète? Dans la Convention de Rio sur les changements climatiques, la Convention cadre de Rio de 1992 sur les changements climatiques, il y a un élément très important de ces négociations-là qui a porté sur ce qu'on appelle dans le jargon des Nations Unies notre responsabilité commune mais différenciée face à l'enjeu des changements climatiques. Pourquoi responsabilité commune? Nous sommes tous dans ce bateau-là. Alors, que des émissions de gaz à effet de serre soient faites au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Afrique du Sud, les concentrations de CO2 augmentent de façon uniforme à l'échelle de la planète et nous contribuons, peu importe où nous sommes, nous contribuons tous et toutes au problème. Nous avons par contre une responsabilité qui est différenciée parce que notre contribution, dépendamment qu'on soit un Canadien, qu'on soit du Malawi ou d'Haïti, notre contribution au problème du réchauffement est évidemment très différenciée. Notre responsabilité historique est très, très, très différente d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre de la planète. Alors, donc, à Rio, on s'entend sur ce concept-là de responsabilité commune mais différenciée, ce qui va amener les pays industrialisés à reconnaître leur responsabilité historique et la nécessité pour ces gens-là de prendre le leadership dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce que hélas, peu de pays ont fait. Plusieurs pays de l'Union européenne l'ont fait, mais le Canada, les États-Unis, on parlait de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, ce sont tous des pays qui ont manqué à leurs obligations de la Convention de Rio de 1992, qui a été signée et ratifiée par les États-Unis d'Amérique en passant. Alors, les États-Unis ont des obligations internationales quant à la question des changements climatiques, même s'ils n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. C'est le père de George W. Bush qui avait ratifié la Convention de Rio en 1992. Et on commence à mesurer l'ampleur du phénomène et l'ampleur de la tâche à accomplir. Je vous donne quelques exemples. Au niveau international, il y a eu en 2004 une plainte à la Cour interaméricaine des droits de la personne qui a été déposée par la conférence circupolaire des Inuits, donc l'ensemble des communautés inuites autour du cercle polaire, essentiellement pour génocide culturel contre l'administration de George Bush. Je résume très rapidement l'argumentaire, mais ces gens-là ont porté plainte, entre autres, à l'époque avec Shelawat Cloutier, qui était à la tête de cette organisation-là et qui était en lice pour le prix Nobel de la paix en 2007 avec Al Gore, entre autres. Alors, ces gens-là invoquent que, et cette poursuite-là se poursuit toujours, invoquent que le refus des États-Unis d'Amérique de ratifier le protocole de Kyoto et l'impact que ça va avoir sur les températures planétaires vont conduire à la disparition du mode de vie traditionnel des Inuits. Les États-Unis représentant le quart, 25% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, le fait que ces gens-là refusent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre
aura tellement d'impact à l'échelle de la planète qu'à terme, et là, est-ce que c'est dans 50 ans, dans 60 ans, dans 100 ans, mais ça va conduire à la disparition du mode de vie traditionnel des Inuits. Et on n'est plus dans un contexte théorique là, où ce genre de phénomène-là pourrait se produire. Il y a déjà au Québec, par exemple, des gens dans des bureaux à Québec au niveau de la sécurité civile qui planchent sur des plans pour relocaliser l'ensemble des communautés inuites qui sont dans le Grand Nord québécois. Pourquoi? Parce que ces communautés-là, comme celles des territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et ailleurs dans le Grand Nord, ces communautés-là sont bâties sur le pergélisol. L'ensemble des infrastructures routières, ainsi de suite, les pistes d'aéroport. Or, ce pergélisol-là fond. Et on n'a pas trouvé de solution technique pour permettre à ces gens-là de rester là. La seule solution qu'on envisage présentement, c'est de les déménager plus au sud, là où il n'y a plus de pergélisol, là où on pourra reconstruire les villages, les villes de ces gens-là. Mais imaginez un peu les coûts économiques, bien entendu, mais les impacts sociaux, les impacts humains d'avoir à déplacer 25 000 personnes, un peu plus de 25 000 personnes, de les arracher de ce qui est leur chez eux depuis près de 4 000 ans et de leur dire, bien, vous ne pouvez plus rester ici parce que nous avons causé ce problème-là. Alors, il y a cet exemple-là au niveau international, celui de la conférence circumpolaire des Inuits. Pardon. Il y a aussi plusieurs petits pays insulaires qui ont commencé, qui sont en voie de déposer des plaintes devant des tribunaux internationaux contre des compagnies américaines, contre des compagnies, des multinationales, par rapport à leur responsabilité au niveau de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est le portrait au niveau international et soyez assurés qu'au cours des prochaines années, il n'y aura pas moins de ce genre de poursuites-là, mais il va en avoir plus. Au fur et à mesure que notre compréhension des impacts des changements climatiques, de la science des changements climatiques, va devenir de plus en plus solide, bien, ces poursuites-là vont devenir de plus en plus nombreuses. On découvre aussi, on commence à découvrir au cours des dernières années que, évidemment, l'impact des changements climatiques, ou ceux et celles qui vont souffrir le plus des impacts des changements climatiques, sont les gens les plus pauvres. Or, une fois qu'on a dit ça, on pense généralement aux pays du Sud, ce qui est tout à fait vrai. Ce sont eux qui, ayant contribué le moins au problème, on peut faire un parallèle avec les communautés autochtones, comme Justin le faisait tout à l'heure, qui ont contribué le moins à ce problème-là, mais qui vont en souffrir le plus. Mais il y a eu un cas qui est encore discuté beaucoup aujourd'hui dans les communautés de santé publique, c'est les vagues de chaleur dans le sud de l'Europe en 2003. On se rappelle, il y a eu des canicules, des vagues de chaleur records. En fait, petite anecdote, j'étais à Nairobi il y a 2 ans pour une rencontre des Nations Unies et on avait invité différents représentants de pays à faire des présentations sur l'impact des changements climatiques dans leur région. Il y a eu, entre autres, le négociateur en chef de l'Union européenne qui a fait une présentation où on montrait l'évolution des températures en Europe depuis 1900 et on comparait avec les modèles informatiques pour voir est-ce que les modèles informatiques nous donnent des projections fiables sur l'avenir. Et on avait l'été 2003 où il y a une pointe d'augmentation de température. En fait, la température en Europe en 2003 était 2,5 degrés Celsius au-dessus des températures normales. Et ces vagues de chaleur-là ont fait près de 40 000 victimes dans le sud de l'Europe, dont près de 14 000 personnes en France. La France, un des pays du G8, un des pays avec les systèmes de santé les plus avancés sur la planète, et avant que ce pays-là réussisse à relever, à se rendre compte de ce qui se passait et d'intervenir, il y a 14 000 personnes qui ont perdu la vie. C'est la pire catastrophe humaine en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, Arthur, le négociateur en chef de l'Union européenne, nous montre ça sur le graphique. Et là, on voit les projections des modèles informatiques pour 2060, où là, la température moyenne en Europe ne sera plus de 2,5 degrés Celsius au-dessus des moyennes, mais elle sera à 4 degrés Celsius au-dessus des moyennes. Et 2080, où elle sera à 5 et 6 degrés Celsius au-dessus des moyennes. Et là, il nous dit, écoutez, si nos modèles informatiques ont raison, si notre compréhension de la science est correcte, l'été 2003 va passer pour mes enfants et mes petits-enfants pour une fraîche journée d'automne.